Et je pense qu'on va continuer parce que je vois que notre prochain conférencier est déjà prêt à se joindre à nous. Et c'est Marissa Waldman. Et elle va nous parler aujourd'hui. Ah bien, bienvenue. C'est sa première occasion de nous rencontrer. Alors, merci pour nous avoir donné de votre temps et de votre expertise. Alors, vous allez parler d'un sujet très à la mode dans le cancer du rein. Et aujourd'hui, on va y aller doucement avec un petit cours de génétique. On a des questions continuellement à propos de ce sujet. Alors, vous allez peut-être nous éclairer à ce sujet, nous donner les rudiments, nous aider à comprendre un peu c'est quoi cet aspect de génétique et de génomique. Et on apprécie votre contribution. Alors, je vous laisse le micro, Larissa. Un instant, je vais partager mes diapos. Et je devrais dire aux gens que vous êtes reliés au Sunnybrook euh, Cancer Center et vous êtes conseillère génétique et on apprécie votre présence ici aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et merci Christine pour m'avoir invité aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, je suis conseillère génétique au Sunnybrook Odette Cancer Center à Toronto et je voulais commencer en donnant une petite introduction à c'est quoi les conseils génétiques et on va parler de génétique et de génomique et il me fera bien plaisir de répondre à vos questions plus tard. Alors, j'ai une divulgation, j'ai reçu des honoraires de Merck dans le passé. Bon, maintenant, pour ce qui est d'un survol de cette présentation, nous allons parler de génomique et de génétique. Aussi, je vais parler un peu du cancer héréditaire versus sporadique, de même que les critères pour les tests génétiques pour le cancer du rein héréditaire. Aussi, on va parler de comment vous pouvez avoir accès aux tests génétiques. Bon, je sais qu'il y a des participants de partout au Canada et l'accès, c'est peut-être différent dépendamment de où vous habitez au Canada, mais on espère qu'on pourra vous expliquer où vous pouvez avoir accès à ce genre de tests. Et j'aimerais terminer en parlant de considérations supplémentaires sur les tests génétiques, incluant comment comprendre votre rapport et la loi sur la non-discrimination génétique. On n'a pas commencé. J'aimerais expliquer c'est quoi un conseiller génétique. Nous sommes, bon, on n'est pas une profession très fréquente, on est assez rare. Souvent, on est basé dans des hôpitaux tertiaires. Alors, souvent, on ne rencontre pas tout le monde qui devrait avoir accès aux tests génétiques. Mais les conseillers génétiques sont des professionnels de santé qui ont eu la formation dans la génétique médicale et le counseling. On fait partie souvent d'une équipe de soins de santé et on voit des gens qui ont des histoires personnelles ou familiales de conditions spécifiques. Alors moi, je travaille au Odette Cancer Center à Sunnybrook. Je vois des gens qui ont, bon, une histoire personnelle ou familiale de cancer et on espère que l'information qu'on leur fournit leur permet d'être autonomisés lorsque vous prenez vos décisions à propos de votre soin, la gestion de vos maladies, si vous avez le cancer ou pour dépister les cancers pour lesquels vous pourriez être à risque, de même que d'informer les membres de la famille pour les conséquences. Je pense pour mettre à la table, je voulais réviser un petit peu plus d'antécédents. Alors, notre corps comprend des millions de structures. Puis autour des cellules, nous avons des structures qui s'appellent des chromosomes. Et nos chromosomes détiennent nos renseignements génétiques. Alors, si on allait défaire un chromosome, comme vous pouvez voir ici sur la diapo, vous allez voir toutes ces, justement, l'ADN, l'ADN, pardon. Alors, c'est la manière dont nos corps grandissent. Alors, le génome, c'est tout le matériel génétique, tout l'ADN qui se retrouve au sein d'une cellule. Alors, même si ça va coder les quatre matériaux, les protéines, alors d'autres parties ne sont pas sur le codage. Ils ont d'autres fonctions, y compris la réglementation de certaines gènes. Alors, lorsqu'on parle justement du dépistage génétique, on fait référence le dépistage des cellules spécifiques. Lorsqu'on parle justement d'ADN, seulement 2% et sont actuellement des jeunes. Les autres ont d'autres fonctions.
Alors, il y a des dépistages ou des tests qui se regardent tout le génome, mais pour la plupart des temps, vis-à-vis notre compréhension de nos génétiques est limitée à des gènes de codage. Alors, lorsqu'on pense à un gène, il y a deux copies de chaque gène. On peut hériter des mutations dans tous nos gènes et les mutations qui sont justement des variants pathologiques forcent ce gène d'arrêter de fonctionner correctement. Les mutations peuvent être causées par des erreurs cellulaires ou des facteurs environnementaux, la radiation ou le tabagisme. Alors, les mutations sont commencées ou des variants pathogéniques, puis on en parlera plus tard lorsqu'on parle justement, lorsqu'on est en train d'aborder le sujet de l'interprétation de vos rapports génétiques. Lorsqu'on parle d'hériter une mutation génétique, on peut, qu'on peut considérer le- les renseignements gènes de nos parents. Alors, ici, la mère, on a deux copies ici d'un gène. Le père, de ce côté, il y en a une copie qui fonctionne correctement et puis ensuite une copie qui a une mutation. Alors, si ils auraient à voir des enfants pendant chaque naissance, ils pourraient justement de pouvoir faire, ce serait 50% probabilité de passer à son enfant une copie à 50% et l'autre copie à 50%. Et lorsqu'on voit ici, justement, pendant chaque grossesse, il y a 50% de probabilité de faire passer la bonne copie, 50% de de faire passer le mauvais gène. Alors, lorsqu'on pense au cancer, alors c'est important de prendre un peu de recul et de penser des cellules qui fonctionnent correctement. Alors, généralement, nos cellules grandissent et se divisent de manière très réglementée. On a à peu près 20 000 gènes, mais un sous-groupe de ces gènes, leur boulot, c'est de réglementer le développement et la séparation de nos cellules. Des fois, nous avons une mutation dans un de ces gènes qui nous empêche de développer le cancer. Et lorsque nous avons la mutation dans un de ces gènes, ça mène à la perte de ses protections et cela peut mener à la séparation des cellules de manière incontrôlée et le développement de tumeurs cancéreuses. Alors, lorsqu'on passe à tous les différents types tous les types de cancers, on sait que, par exemple, un petit nombre est, à- est associé à des cancers héréditaires. Alors, ça, c'est des cancers qu'on peut voir regroupés ici de deux côtés de la famille. On teste quelqu'un pour voir qu'il y a ce cancer et puis ensuite on est capable d'identifier la mutation. Alors, c'est à peu près 5 à 10. Après, nous avons dit à 20% que nous avons des cancers familiales. Ça, c'est lorsque nous avons identifié des cancers semblables d'un côté d'une famille, mais on n'est pas capable d'identifier une mutation génétique spécifique. Et cela, ça pourrait qu'il y a des facteurs génétiques plus faibles et qui vont utiliser comme le fondement pour mener un cancer, mais on n'a pas les renseignements présentement. Alors, ou un environnement partagé. Les familles sont en train de vivre dans des environnements puis sont exposées à d'autres risques environnementaux. Alors, on sait à peu près 10 à 20 de toutes les affaires ou tous les cas de cancer sont familiales. L'autre pourcentage de 60 à 8 à 80 c'est des cancers sporadiques. Cela veut dire que c'est des facteurs qui causent le cancer, mais on n'est pas capable d'identifier alors ça peut porter sur le vieillissement, alors on n'a pas une compréhension complète de ces facteurs. Lorsqu'on voit justement le cancer du rein spécifiquement, on voit une proportion semblable aux 5% des cancers héréditaires. Alors 5 à 8%, ça c'est des mutations génétiques identifiables, pardon. Alors 38% sont liés au cancer familial. Alors je m'entends tant que à ce moment étant, ça se peut que nous n'avons pas identifié tous les gènes qui sont associés à un taux plus élevé de développement de cancer du rein. Je pense que notre dépistage est encore restreint. J'espère
Au cours du temps, on va pouvoir identifier d'autres gènes et peut-être la proportion de ce groupe ici pourrait se retrouver dans la première partie grâce à des pistaches. Et après, il y a 50% qui est sur des cancers sporadiques. Lorsqu'on pense à les renvois pour le dépistage génétique ou qui pourrait considérer comme un candidat, de, il y a différentes publications qui sont des bonnes références. Il y a plusieurs organisations professionnelles qui se sont rassemblées pour identifier qui représente un risque plus élevé d'être atteint d'un cancer de rein. Ça comprend la publication qu'on voit ici en haut, alors the American College of Medical Genetics and Genomics et the National Society of Genetic Counselors. Ils se sont rassemblés pour créer des références pour différents syndromes de cancer héréditaire, y compris le cancer du rein. Et la publication ici de 2021, c'est une déclaration de consensus d'un groupe de urologues, d'oncologistes et de généticiens et des conseillers en génétique vis-à-vis qui devraient être renvoyés pour une évaluation en matière de génétique. Je comprends ici différents critères sur cette diapo. La raison pour cela, je parle de l'Ontario spécifiquement sous peu, mais je peux reconnaître que peut-être vous vous trouvez à l'extérieur de l'Ontario. Alors, ça se peut que votre centre est en train d'utiliser des critères qui sont publiés de différentes sources. Alors, ça, c'est une source qui est typiquement utilisée, c'est le NCCN. La dernière version de critères apparaît ici sur la diapo. Un autre critère de référence est les d'orientation canadienne du CUAG. J'aimerais vous rassurer que malgré les critères que votre centre est en train d'utiliser, sont très semblables. Il se peut qu'il y ait des différences très légères vis-à-vis 45 d'âge versus 46. Mais en général, ces critères sont fort semblables. Alors, ça comprend là, des tumeurs bilatérales, alors les tumeurs sur les deux reins, alors c'est des tumeurs multifocales ou sur différentes parties du rein, alors des proches de premier ou deuxième degré qui sont atteints du cancer du rein et différentes caractéristiques ou de syndromes qui ont été associés au cancer du rein. À titre d'exemple, l'hémothorax, qui c'est un poumon collapse qui a été lié justement à un cancer de rein héréditaire et au moins lié à des mutations génétiques. Alors, les critères d'Ontario sont très semblables, comme ceux que j'ai affichés sur l'écran. Pour ceux qui sont atteints d'un cancer de rein, vous pouvez, vous pouvez subir un critère pour pouvoir recevoir dit possible. Alors, par exemple, si c'est une maladie multifocal si vous avez été diagnostiqué à moins de 45 ans, si vous avez des antécédents familiales qui ont été, qui comprend des tumeurs de rein, si la pathologie n'est pas de cellules claires, alors, par exemple, vous pouvez voir ici. Ça comprend la chromophobe, entre autres. Alors, ça, ces renseignements, normalement, sont disponibles à votre urologue, votre oncologique médical, votre conseiller en génétique. Alors, s'il y a des pistes que vous êtes atteint de ce syndrome, non seulement d'être atteint du cancer du rein, mais d'être atteint des autres caractéristiques dans ces types de syndromes, et avoir aussi des antécédents familiales de ces tumeurs. Alors, si vous êtes capable de répondre à ces critères, oui, vous pouvez être renvoyé à une clinique en matière de génétique pour être dépisté. Alors, en Ontario, lorsqu'on organise le dépistage pour les personnes atteintes du cancer du rein, on va tester les 15 gènes, comme vous pouvez voir ici sur la diapo, ils sont tous énumérés. Ça va dépendre de votre antécédent familial. On va ajouter d'autres gènes. Et si vous êtes supervisé par un sens, normalement, c'est les gènes qui vont être testés comme minimum. Vous voulez comprendre cette étude que vous voyez ici sur votre écran parce que malheureusement,
on se retrouve dans un moment dans l'espace du cancer du rein héréditaire où il y a plusieurs des patients ont besoin de plaidoyer leur propre cause pour être un récipiendaire d'un dépistage génétique. Alors, en tant que comité de santé, alors pour mieux les servir, au mieux s'assurer que les patients ont accès au dépistage génétique. Mais on apprécie lorsque quelqu'un vient visiter leur urologue oncologique, alors je comprends que je réponds aux critères en matière de dépistage génétique. Est-ce que vous pouvez me référer à un conseiller génétique? Et on serait ravi de pouvoir déterminer votre admissibilité pour ce dépistage. Cette étude a été publiée il y a à peu près 4 ans et ça a examiné une base de données de population, puis ils ont appliqué les critères canadiens pour le cancer du rein héréditaire. Après ça, 35% des patients ont été identifiés comme étant à risque. Alors, ça veut dire ils répondent aux critères en matière du cancer du rein héréditaire. Ces patients n'ont pas été dépistés. Alors, on ne sait pas si cette partie de la population qui est atteinte d'une mutation, mais on sait que 35% qui ont été offerts justement le dépistage génétique ou qui ont été par la suite renvoyés à un conseiller génétique. Alors, il y a une lacune en soins vis-à-vis des connaissances et des barrières pour pouvoir accéder au dépistage. J'aimerais donc vous parler comment pourriez accéder à le dépistage génétique si vous êtes atteint d'un cancer du rein héréditaire. Alors, il y a un processus assez standard. Alors, c'est d'obtenir une- un renvoi. Ça peut être votre neurologue, votre oncologique, votre médecin de famille. Normalement, une fois qu'une clinique en génétique reçoit cette référence, on va envoyer un questionnaire des antécédents familiales pour nous assurer qu'on va être en train de tester pour tous les éléments vis-à-vis l'antécédent familial. Une fois que ce questionnaire est retourné, on établit un rendez-vous, on vous parle du dépistage et par la suite, on envoie 4 tests génétiques qui se fait à travers une, un test de salive ou un test sanguin. Alors, les résultats, ça prend à peu près 2, 3 mois pour les recevoir. Une fois qu'on les reçoit, on vous en parle et par la suite, on fait une rencontre de suivi. Malheureusement, à cause des listes d'attente, surtout dans la province, mais aussi dans la plupart du Canada, pour les cliniques en matière de conseils de génétique, c'est des listes d'attente assez longues pour pouvoir accéder à ces dépistages. Et à cause de cela, d'autres modèles de soins sont envisagés. Un de ces modèles, c'est que justement, le point de soin de dépistage génétique. Ça, c'est disponible dans les centres de cancer, y compris à Sunnybrook. Je sais qu'il y a d'autres centres de cancer à l'Ontario, à la Colombie-Britannique. On voit que une, une hausse pour que les patients accèdent au dépistage. Alors, consultez votre oncologue médical ou autre pour répondre aux critères pour subir un dépistage génétique et c'est offert pendant la visite. Alors, pendant ce jour, justement, ils vont faire justement ils vont faire cette prise de sang. Alors, au lieu d'attendre le- que vous avez complété le questionnaire, ça se fait au lieu dans une discussion à vive voix avec votre équipe de soins. Alors, une fois justement, 3 mois plus tard, ça se peut qu'un questionnaire d'antécédents familial sera envoyé plus tard. Alors, c'est une manière de raccourcir le retour des réponses. Une fois qu'on fait cette prise de sang, la plupart du temps, la référence est envoyée la clinique au conseiller en génétique pour être à l'affût des résultats. Et si c'est positif, on va faire un suivi avec vous pour assurer tous les soins de suivi. À Sunnybrook, les patients peuvent voir justement une affiche qui a cette apparence dans les couloirs pour pouvoir offrir des renseignements vis-à-vis qui est admissible ou pas, comme tel que mentionné. De cette manière, ils peuvent soulever ces questions avec leurs équipes d'oncologues. Alors, il y a justement ce code QR qui vous amène à des vidéos qui vous offrent plus de renseignements vis-à-vis le dépistage génétique. Alors, point de soin en matière de dépistage génétique, c'est un modèle qui est
qui est utilisé par la plupart des centres de cancer. Ça vaut la peine de demander à votre équipe de soins pour déterminer si vous êtes admissible. Si vous n'êtes pas admissible pour justement ce type de mainstreaming ou de- d'approche, il se peut qu'il y ait d'autres approches qui pourraient être examinées, même si ce n'est pas associé au cancer que nous avons identifié. Alors, vis-à-vis les résultats des, du dépistage génétique, j'aimerais vous parler un petit peu des variants qu'on pourrait retrouver. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque ça apparaît dans votre rapport? Alors, lorsqu'on parle à ces 15 gènes que nous organisons normalement, ça se fait à travers la même prise de sang ou prise de salive. Alors, une fois que ce rapport est retourné, ça va comprendre une liste des variants où ce sera négatif. Alors, le type de dépistage que nous organisons, ça s'appelle du séquençage. Et cela veut dire c'est en train de lire les lettres de ces gènes, une lettre à la fois, pour identifier des erreurs de des erreurs d'orthographie ou d'autres. Si un variant est identifié, ce n'est pas automatiquement considéré comme une mutation. Alors, il y a des critères très stricts et très restreints, puis un haut niveau de preuve pour pouvoir classer ce variant comme étant vraiment un variant pathogénétique ou une vraie mutation. Alors, il y a un haut niveau de preuve nécessaire pour pouvoir classer ce variant comme étant vinaigre. Alors, ça peut avoir une incidence sur notre santé ou sur le fonctionnement de ce gène. Peut-être c'est juste un changement qui nous rend différents d'autrui, mais ça n'a pas d'incidence sur notre incidence ou au risque. Alors, il y a une liste de critères normalisés que les laboratoires doivent respecter lorsqu'ils identifient un variant. Si un variant répond à 99% de ces critères, et c'est catégorisé comme pathogénique. Si c'est capable de répondre à 80%, c'est ça, susceptible d'être pathogénique. Alors, on est vraisemblablement certes. Alors, c'est une mutation, mais ça n'arrive pas à ce 90% de seuil. Alors, si c'est vraisemblablement bénin, c'est à 80%. Sinon, c'est plus que 90%, 99%, c'est bénin. Alors, au milieu, nous avons un variant de significance incertain. Alors, lorsqu'ils ont identifié ce variant génétique, comme lorsque le laboratoire l'examinait, ils ont vu la preuve contradictoire. Alors, il y avait la preuve qui démontrait que ce ne soit pas génique ou bénin. À cause de cette preuve contradictoire, on ne peut pas le résoudre. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est classé comme un variant de significance incertain. Alors, il n'y a pas assez de pouvoir les classer dans ces des catégories. Alors, peut-être c'est un variant que nous, qui a été rarement identifié ou vu, alors on n'a pas assez de renseignements vis-à-vis cela. Lorsqu'on parle de notre rapport, alors un variant vraisemblablement génique est considéré comme étant un résultat positif. Sont considérés des mutations. Et le seul variant qui semble se présenter dans les rapports, c'est pathologique, vraisemblablement pathogénique ou un variant de significance incertain, parce que la plupart de bénins, vraisemblablement bénins, n'ont pas d'incidence sur la gestion, parce qu'on a tellement de ces variants bénins que ça pourrait mener à des rapports assez exhaustifs. Alors, ça, c'est le type de résultats que vous allez voir refléter un rapport. Alors, pour les variants pathogéniques ou des variants vraisemblablement pathogéniques, vous avez une discussion vis-à-vis le variant. Mais si c'est un variant d'importance incertain, on ne recommande pas des changements à votre plan de soins. On ne ferait pas un dépistage de ce variant auprès des membres de la famille parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais la plupart du temps, votre conseiller génétique vous indiquez que vous aimeriez qu'on veut revenir dans quelques années pour juste voir l'état de votre variant. Peut-être que d'ici là, on va être capable de déterminer qu'est-ce que cela représente. Alors, j'ai compris ici sur le diapo des motifs pourquoi les gens peut décider d'aller de l'avant avec un dépistage génétique. C'est pas la bonne décision pour tous et toutes, tel que mentionné par le Dr. McCall. C'est important de prendre en considération les prises de décision individuelles pour aller de l'avant avec la gestion, y compris le dépistage génétique
Et alors, il y a des patients qui décident d'aller de l'avant avec le dépistage pour voir justement qu'il y a une explication génétique pour l'antécédent personnel ou familial. Ça offre un petit peu plus de, de, de clôture. Alors aussi, lorsqu'on teste pour d'autres gènes, ça peut indiquer des risques pour d'autres tumeurs qui sont pas dans notre ligne de mire en vertu des antécédents familiales au personnel. Ça peut nous donner des renseignements vis-à-vis des thérapies ciblées. Alors, on sait Belzutifan a été mentionné plus tôt aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Ça peut aussi informer la planification en matière de chirurgie. Ça peut aussi informer le processus de dépistage familial. Alors, lorsqu'on identifie une mutation dans un membre de famille, nous parle ou nous indique le risque que les autres membres des, de famille pourraient avoir. Alors, c'est juste simplement s'assurer que le dépistage soit rendu disponible pour ces membres de famille au bon moment et âge. Et pour les membres de famille qui sont en train de avoir des enfants, ça pourrait donner un renseignement qui peuvent être utilisés pour des tests prénatals ou préconception. Alors, je voulais parler rapidement sur justement la loi non discriminatoire génétique. Alors, la raison pour laquelle que je mentionne cela, c'est quelque chose que nous attendons, que l'on nous demande. Alors, c'est une loi qui a été adoptée en 2017, alors que ses pouvoirs empêcher les dépistages génétiques dans certaines conjonctures, par exemple les assureurs. Et l'objectif de cette loi, c'est pour empêcher des employeurs et des assureurs d'utiliser les tests de dépistage génétique pour un incident sur l'emploi ou sur les primes. Qu'est-ce que cela veut dire d'un aspect plus pratique? Alors, je comprends que plusieurs assureurs ont une déclaration très claire sur les formulaires qui demandent aux demandeurs de ne pas divulguer tous les tests non, dépistages génétiques parce qu'il ne va pas avoir d'incidence sur les primes. Mais ça n'empêche pas les assurés d'utiliser des renseignements qui découlent des antécédents personnels ou familiales. La loi visait essentiellement pour offrir réassurance aux patients qui auraient décidé de ne pas aller de l'avant avec le dépistage génétique parce qu'ils avaient des inquiétudes qui pourraient être assujetties à la discrimination. Alors, sur ce, j'aimerais remercier à vous tous pour avoir été présents cet après-midi. J'aimerais remercier mon équipe à Sunnybrook et j'aimerais ouvrir maintenant une période de questions et réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir offert justement cette, euh, cette excellente présentation. J'ai appris davantage et maintenant, je me demande si le dépistage génétique serait une bonne option pour moi, pas peut-être au niveau des, que d'autres patients. Et j'espère que pour ceux et celles qui sont en train de nous écouter, si vous avez fait des renseignements pour voir si ce serait une bonne option pour eux. Alors ça, c'était une des questions que j'avais. Est-ce que vous êtes automatiquement référé par votre urologue ou c'est quelque chose que les patients doivent demander? C'est une excellente question. Je crois que c'est quelque chose que nous encourageons les patients à faire. Alors, on essaye de offrir plus de renseignements ou de sensibiliser nos collègues à travers différents domaines de santé, que ce soit les urologues, médicaux, les infirmières, etc. Mais cela étant dit, c'est une notion assez nouvelle de manière dont que cela peut être mis en œuvre en matière de soins de cancer et la plupart du temps, ça fait pas partie de formation de pratique. Alors, oui, on est en train de faire notre mieux pour offrir cette formation, mais pour une grande partie, on recommande que les gens demandent cela non seulement pour les patients atteints de cancer du rein ou ça peut être des patients atteints du cancer de sein, entre autres, mais la plupart, c'est les patients qui doivent demander à leur fournisseur de soins,
que ce soit leur spécialiste ou leur de famille. Alors, j'ai justement ces antécédents un petit peu suspects. Est-ce que je pourrais passer ce dépistage? Alors, c'est possible de demander à votre médecin de famille et leur indiquer vos inquiétudes. Maintenant, j'aimerais inviter notre représentant de patient, Christine Goldie. Désolée, Christine, je sais que merci d'avoir pris le temps de vous joindre aujourd'hui, puis vous avez aussi des perspectives à partager avec nous. Vous pourrez peut-être partager votre expérience en matière de dépistage génétique et peut-être vous avez quelques questions aussi pour Marissa. J'aimerais remercier Larissa. Alors, il y avait beaucoup de bons points d'information dans sa présentation. Lorsque j'étais en train de parler, je réfléchissais sur ma propre expérience. Alors, ça m'a fait réfléchir aussi à propos des éléments que je pourrais considérer à l'avenir. Alors, oui, absolument. Alors, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Christine. Alors, je suis une patiente atteinte du cancer du rein. J'ai reçu mon diagnostic en 2020, au mois d'août 2020, suite à des enjeux de santé, la perte de poids, puis d'autres éléments. Ils m'ont envoyé justement pour faire des tests et c'est ça qu'ils ont identifié. À l'époque de mon diagnostic, j'avais 41, j'avais 41 ans. Et mon urologue m'avait recommandé que je subisse le dépistage de Genentech. Mais tu sais, malheureusement, Manitoba, c'est le seuil, c'est 40 ans. Alors, il y a vraiment dû travailler pour obtenir ces références pour le cancer génétique. Alors, c'est intéressant, le seuil ou la norme, c'est 45-45. C'est parce qu'il a dû vraiment travailler davantage pour que je puisse obtenir le dépistage génétique. Alors, dans mon expérience, c'était transable la plupart de qu'est-ce que les gens ont vécu pendant la COVID. La plupart des choses se faisaient par téléphone. Alors, ce n'a pas, j'ai pas eu le sentiment que c'était tout, tu sais, l'expérience complète. J'ai pas rencontré le conseiller en génétique juste à temps que la dernière stade, lorsque les résultats ont été envoyés et reçus. Alors, j'ai passé à travers le dépistage. Puis, une fois que j'ai reçu les résultats, j'ai finalement parlé à quelqu'un du conseil en génétique. Ils n'ont pas fait les antécédents. Ils ont seulement utilisé de qu'est-ce qui était dans mon dossier de mon urologue. Alors, il y avait des parties qui n'étaient pas là. Lorsque j'ai eu la discussion à la fin avec le conseiller, la conseillère en génétique, quelques éléments se sont manifestés comme des inquiétudes. Alors, peut-être cela aurait changé la manière dont on aurait fait le test, mais c'était pas fait. Bon, alors il n'y avait rien qui a été fait. Alors, malgré les résultats de mon dépistage à l'époque, c'était tel quel. Lorsque les résultats sont revenus dans justement des, des négatifs, alors il y avait des éléments qu'il n'y avait pas grand-chose qui était clair. Alors, il y a des éléments au milieu que justement qui étaient mentionnés, mais il y avait rien qui n'était pas déjà connu. Alors, ça, c'était une partie. Ça, c'était mon historique vis-à-vis le dépistage génétique. J'ai décidé d'aller de l'avant avec le dépistage, non pour moi-même, ou pour moi-même, j'ai décidé de le faire pour mes trois enfants parce que je voulais garder cette idée à l'esprit au cas où qu'ils voulaient aller faire quelque chose qui se présentait dans leur historique. C'était juste garder quelque chose à l'esprit. Alors, ma- une de mes filles est adulte, elle ne peut pas savoir les résultats, mais les plus jeunes, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire présentement. Alors, on a laissé tel quel. Alors, ils connaissent pas les résultats de ces discussions que je vais avoir avec eux si ils veulent recevoir ces renseignements plus tard. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le dépistage génétique. Merci.
Merci, Christine. C'est très intéressant. Et Larissa, peut-être vous pourriez nous aider? Elle avait l'impression que vers la fin, le processus n'a pas encore été suivi à 100%. Est-il trop tard de reprendre et de dire, ah, il y a peut-être des choses que nous n'avons pas faites? Est-ce que c'est possible? D'abord, Christine, merci d'avoir partagé votre expérience. Oui, c'est tout à fait possible et en fait, on recommande à ce que toute personne qui a eu un test génétique, peu importe la nature des résultats, à ce que vous poursuiviez votre relation avec la clinique génétique parce que nos tests évoluent. En fait, ces tests changent très vite et ça se peut que les critères vont changer. Donc, vous êtes peut-être maintenant admissible à d'autres tests où notre technologie s'améliore, donc on peut tester plus de gènes. Et Christine, c'est difficile de parler de votre situation particulière, mais de façon générale, si vous avez un résultat négatif ou incertain, il faut faire un suivi avec la clinique tous les 3 ans. C'est peut-être tout simplement un appel pour leur dire que rien n'a changé. Je veux juste vérifier si quoi que ce soit a changé par rapport au test que vous avez, ou c'est l'occasion de dire j'ai eu ce nouveau diagnostic de cancer dans ma famille, mes soins n'ont pas changé, mais en raison de ces autres cancers dans ma famille, faut-il peut-être procéder à d'autres tests? Donc la clinique va vous dire nous avons besoin de nouveaux renvois, mais nous avons déjà toutes les informations. Vous devez faire peut-être un nouveau test de sang, de salive, ou peut-être ils vont vous dire le laboratoire ADN entrepose l'ADN à jamais. Nous l'avons donc toujours. Il faut tout simplement demander l'accès à cet ADN. Donc, faire un suivi auprès de votre équipe génétique. Ah oui, vous avez soulevé une question qui a été mentionnée dans le chat. L'échantillon est détenu pendant combien de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui devient périmé? Ça dépend du laboratoire. Il y a certains laboratoires qui vont entreposer l'échantillon d'ADN pendant 2 ans et en raison de leur manque de ressources ou de capacité, ils vont devoir s'en débarrasser. Mais d'autres laboratoires les entreposent à jamais. Ça dépend parfois d'un accord qu'on signe au début du processus. Donc ça varie selon le laboratoire. Parfois, même si un labo entrepose votre échantillon à jamais, on recommande de faire un nouveau test sang. Peut-être qu'il y a eu des changements au niveau de la technologie et donc il faut avoir un nouvel échantillon de sang. Donc il faudrait parler au conseiller génétique. J'ai d'autres questions, mais Christine, avez-vous des questions? Non, en fait, elle a très bien expliqué la façon de demander un renvoi. Une question. Et peut-être Larissa ne le sait pas, mais est-il plus facile d'obtenir un renvoi si on passe par l'oncologue urologique ou est-ce que c'est plus facile de le faire par le biais de son médecin de famille? Est-ce que ça dépend du médecin? À Sunnybrook, il n'y a pas de priorité selon le médecin qui donne le renvoi. Cependant, parfois, on accorde la priorité selon la façon dont le test va toucher sur ses soins. Donc, si quelqu'un vient de recevoir un diagnostic et on s'attend à ce qu'il y ait un cancer héréditaire et l'équipe veut le résultat très vite parce que ça va influencer l'intervention chirurgicale et d'autres planifications, oui, peut-être nous allons accorder la priorité à cette personne. Mais
Pour nous, ce n'est pas important d'où vient le renvoi, que ce soit de l'urologue, de l'oncologue, ça dépend du renvoi. Une autre question. Donc, pour un cancer familial ou sporadique du rein, est-ce qu'on recommande des tomodensitogrammes ou des échographies pour les membres de la famille, surtout ceux qui sont en surpoids? Est-ce que ça fait une différence? C'est une bonne question. Si vous avez du cancer du rein dans votre famille, d'abord, il faut consulter un conseiller génétique pour voir si vous répondez aux critères. Si les tests sont négatifs et si vous voyez quand même cette histoire, ça se peut que vous fassiez partie de la catégorie familiale et donc des recommandations de dépistage vont dépendre de cette histoire et des résultats du test. Et il faudrait en parler avec son conseiller et avec son expert en génétique. Ça va dépendre de la famille et des antécédents du patient. Une autre question. Par rapport aux assureurs et sur l'accès à ces informations, est-ce que ces informations sont rendues publiques ou non? C'est une très bonne question. Les résultats ne sont pas rendus publics. Les tests dont j'ai parlé, ce sont des tests cliniques. Donc vous y avez accès, votre généticien y a accès, votre médecin, mais ce n'est pas quelque chose qui est rendu public. Cela dit, ce dont je parlais, si vous voulez obtenir une police d'assurance, si vous parlez à vos collègues et si par hasard vous dites « Ah, j'ai telle ou telle mutation dans tel ou tel gène » et votre patron vous entend, comment est-ce que ça pourrait vous toucher? Et cette loi cherche à dire que ça ne devrait pas toucher votre statut comme employé ou vos primes d'assurance. C'est ça l'objectif de la loi. Et en fait, ça a été vraiment un effort colossal de la part de plusieurs entités qui défendent des patients. Par exemple, un groupe des patients atteints de la maladie Huntington a fait beaucoup de plaidoyer pour l'adoption de cette loi. Moi, je suis conseillère génétique, je ne suis pas avocate ni courtier d'assurance, donc je ne connais pas les détails de la loi. Et à ma connaissance, la loi n'a pas encore été mise à l'épreuve dans le système de la justice, donc je ne peux pas l'évaluer. C'est bien de poser des questions pour se protéger et c'est bien de défendre ses propres intérêts vis-à-vis des tests génétiques de votre famille. Une autre question. Et merci beaucoup. La présentation a été vraiment très intéressante, très utile. Nous espérons avoir tout un webinaire en mars. C'est le mois de sensibilisation aux maladies du rein sur la question génétique. Souvent, nos patients nous posent des questions et peut-être c'est pas quelque chose qui vous concerne. Est-ce que je peux subir un test génétique pour choisir le bon traitement? Certaines personnes veulent aller aux États-Unis car on offre ce genre de test génétique là-bas. Est-ce que c'est viable? Il existe ce qu'on appelle les tests génétiques des germes et ensuite il y a des tests somatiques. La première catégorie concerne l'ADN dont vous avez arrêté. Le deuxième type de test concerne le séquence ADN de la tumeur du cancer. Et donc, ce qui fait progresser le cancer, c'est que des mutations s'accumulent qui ne sont pas dans la séquence ADN dont vous avez hérité de vos parents. Donc, lorsqu'on fait un test de la tumeur, ça se peut qu'on trouve beaucoup plus de mutations qu'il y a dans la ligne de germe. Parfois, c'est utile d'identifier ces mutations afin de choisir certaines thérapies, mais c'est pas quelque chose à propos duquel je suis expert. Il faut pas adresser à son généticien. Donc, si vous cherchez ces tests, il y a des entreprises aux
États-Unis et des hôpitaux au Canada qui font des tests somatiques. Et il y a des endroits aux États-Unis où vous pouvez accéder aux tests des lignées germinales. Donc ça dépend du test que vous cherchez. Merci, c'est très utile de savoir cela. Une dernière question. Et je sais que j'utilise un peu du temps du prochain présentateur, mais lui, il a posé la question. C'est très intéressant. Il y a de nouveaux tests génétiques qu'on peut acheter. Donc, que pensez-vous de ces tests commerciaux? Est-ce que ces tests pourront vous donner des informations utiles ou non? Une très bonne question. Ça dépend de l'entreprise et du laboratoire. Il y a certains tests génétiques disponibles aux consommateurs qui sont fiables et qui sont validés et qui utilisent les mêmes processus que les nôtres. Cependant, il y en a d'autres, et on parle ici de 23andMe, que nous n'utiliserions pas dans le domaine de la santé. Il faudrait valider les résultats, faire nos propres tests parce que peut-être cette entreprise ne fait pas les mêmes tests que nous. Donc pour nous, 23andMe ou Ancestry sont plutôt des tests à des fins de loisirs. Oui, parfois on a l'impression que ces résultats sont utiles, mais peut-être ce n'est pas le cas. Donc merci Christine, merci d'avoir partagé votre histoire et merci d'avoir posé votre question. Ceux qui ont subi des tests génétiques il y a un certain temps, peut-être voudraient les refaire. Et vous avez vraiment précisé beaucoup de choses sur les tests génétiques, sur la génomique. C'est compliqué. Donc c'est très utile. Merci de votre participation. Merci à vous deux. Merci Christine et merci aux participants. Passez une bonne journée.